se dit qu'il fallait une intro un peu rock'n'roll. Mais voilà. Pas mal, non? Parfait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les aventurières de la bio. Je suis aujourd'hui avec Sauveur Fernandez, alias l'éco-novateur, qui conseille nombre de marques et de magasins et de distributeurs bio. Je ne vais pas faire la liste parce que c'est assez long. Bienvenue Sauveur dans l'émission. Merci Simon de m'accueillir. Donc je sais pas si tu as pu voir, mais sur la gauche, sur la droite de ton écran, on a un petit chat privé où on peut avoir des petites instructions qui arrivent. Et à côté, il y a commentaires où là, on a les personnes qui vont participer, qui pourront poser des questions et qui pourront intervenir. Donc, je vais voir si la team est dans le coin. Hop. Donc on va commencer tranquillement. Et donc du coup déjà bienvenue, merci pour ton temps. Fabien qui dit bonjour. Fabien, je crois qu'on connaît, qui a un podcast, le podcast du retail, dans lequel on a été interviewés, je crois, tous les deux. Voilà, et ben on va commencer. En fait, aujourd'hui, moi je voulais te solliciter pour une question brûlante d'actualité sur le e-commerce, et je voulais qu'on croise un peu nos points de vue. La question, c'est le thème que j'ai mis, c'est e-commerce et marque bio, l'heure du choix. Voilà, j'ai fait un peu des grands mots, et je voulais commencer en fait en parlant d'un bouquin dont tu m'as recommandé la lecture. Alors j'avoue, je suis pas allé très loin pour l'instant dans la lecture, mais tu vas peut-être nous en dire un peu plus. C'est le bouquin de Philippe Moati sur la plateformisation de la consommation. Donc c'est l'autre, Bruno, c'est le d'avant. La question, c'est est-ce que Amazon, les marketplaces, les pure players ont déjà gagné la partie? Et ça pose plein de questions pour les marques bio, parce que historiquement, le e-commerce, ça n'a pas été quelque chose qui a été vu d'un très bon œil. C'est des marques qui avaient déjà une belle performance dans les 10 dernières années en général. Donc, le besoin d'aller en e-commerce n'était pas forcément prégnant. Et pourtant, le e-commerce a un peu tout bousculé sur son passage, notamment dans la consommation, on va dire, généraliste, conventionnelle, selon ce dont on parle. Et la question, on arrive maintenant, après une phase de Covid qui a été une sorte d'accélérateur, où on a avancé de 3 ou 4 ans en un an. Du coup, cette prédominance, elle s'est encore plus développée. La question, c'est est-ce que maintenant on en est? Est-ce qu'ils ont déjà gagné la partie? Amazon, voilà, dans la partie bio, c'est les pure players, c'est Greenwiz, c'est La Fourche, mais c'est aussi les drives de grande surface, qui sont l'immense majorité des ventes de bio en ligne actuellement. Est-ce qu'ils ont déjà gagné la partie? Et en tant que marque bio, est-ce que maintenant il faut aller sur Amazon? Est-ce qu'il faut créer son site pour vendre en direct? Est-ce qu'il faut vendre chez les pure players? Voilà, c'est un peu ça la grande question. Voilà, en réponse rapide, à ton avis, est-ce que Amazon, les marketplaces, les pure players ont déjà gagné la partie? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Oui, bien sûr, c'est même évident, mais il faut distinguer quand même les pure players qui ont l'air gros comme ça dans notre milieu, comme Greenwiz, CBA et d'autres petites alternatives qui parlent d'eux, qui restent finalement des petits, des vrais pure players et des gros qui sont les nouvelles GMS des années 2020, quoi. Je pense bien sûr à Amazon, mais à la multitude par derrière de licornes qui arrivent, qui sont les petits cousins de cœur, les trublions. Je pense notamment aux nouveaux acteurs de quick commerce dont on parle de beaucoup, les GoPuff, Gorilla, etc. Ouais, Flink aussi. Il y en a, ça arrive. Il y en a des nouveaux quasiment tous les trimestres. Et le point hyper important, c'est les montants d'argent qu'ils arrivent à lever. Alors, la levée de fonds n'est pas le succès commercial, mais là, on est sur des montants qui sont quand même colossaux. On parle de levée de fonds entre 500 et 1 milliard, ce qui, en fait, oui, bien sûr. Pas, ça fait 15 ans. Bien sûr, il faut savoir qu'une licorne. Oui, ben, tu as complètement raison. Une licorne, il faut savoir que c'est une start-up qui a atteint un stade critique d'1 milliard de valorisation en bourse, ce qui fait qu'elle est partie pour rester. Il y en a peut-être 2-3 qui vont décéder ou plutôt être rachetés. Mais en fait, elles sont en train de former, si on se projette un petit peu plus loin, les futurs grands acteurs de la GMS électronique.
si je peux dire, dont Amazon va rester parce qu'il a atteint un stade incroyable où il ne peut plus mourir, c'est donc impossible. Mais encore une fois, il va être secondé par ces licornes-là, dont peu vont rester et qui sont inquiétantes parce qu'elles agissent au niveau international d'emblée et elles ne vont pas tarder à... Elles ont déjà quelque part éjecté des top 10, des top 20 de la distribution internationale de nos entreprises françaises, nos distributeurs. Elles ont déjà, Amazon a éjecté du numéro 1 depuis décembre à peu près Walmart, le plus grand distributeur bio au monde. Hein. Donc, elles sont en train en fait de reproduire sur la toile ce qu'on a déjà vu dans le monde réel en France. Il y a 5 ou 6 grandes enseignes qui représentent 90% de l'alimentaire, des enseignes physiques. Aux États-Unis, c'est à peu près pareil, de manière un peu différente, mais il y a surtout Walmart, le numéro 1. Donc, gentiment, elles sont en train de prendre leur place. C'est un peu comme s'il y avait un troupeau de licornes avec des éléphants dedans qui sont les Walmart et compagnie ou les Amazon. Amazon nous, on est des toutes petites fourmis dedans. Exactement, mais ces licornes, elles grossissent quand même très vite. Prenons un exemple de GoPuff, qui est dans le quick commerce, qui a démarré dans le 30 minutes, mais qui est en train de devenir un épicier, l'air de rien, progressivement, un épicier normal. Ils ont racheté Dija il n'y a pas longtemps en Europe. Ça. Mais oui, c'est l'heure des rachats. 12 mois après leur création. Donc, ils se sont rachetés une implantation européenne pour, je ne sais pas, quelques centaines de millions peut-être, ou 100 millions, j'en sais rien. Mais à une vitesse que nous, à notre niveau de tissu de PME bio, c'est une autre ligue, c'est un autre fonctionnement. C'est important ce que tu mentionnes parce que quand on prend conscience de ça et on réalise qu'on est tout petit, quasi minable, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un rôle important et on va le voir, il est même stratégique. Il va falloir savoir jouer de ça à condition de jouer sur les bons leviers et pas sur les moins bons. Mais pour revenir sur ce sujet et le chlore, il y a donc un monde qui était installé de distributeurs déjà dominants, que j'appelle les Big Corps, qui va rester, mais qui va être en version digitale. Et ils ne se contentent pas du digital, puisqu'ils sont en train, les GAFAM et les BATX chinois, qui sont les équivalents, sont en train de construire un écosystème physique dense. Donc, ils vont être dans les deux camps, à la fois en mode digital et en mode physique, parce qu'en fait, c'est l'avenir, on va le voir. Hein, il y a 2 océans, quand même, qui vont avoir leur indépendance. C'est l'océan physique, un petit peu moins l'océan physique, il va être quand même énormément connecté au digital. Et le digital en lui-même, qui va rester un océan, qui va avoir des liens très étroits, bien sûr, avec le monde physique, le développement des magasins, mais qui va rester aussi un monde à part. D'ailleurs, je crois beaucoup en l'avenir de marques qui vont se développer spécifiquement sur Internet et naviguer en fait à jamais sur ce créneau-là. Ouais, alors c'est le thème d'après, donc on va en parler. Et donc, on considère que Amazon et les licornes qui vont soit se fondre dans Amazon, soit devenir elles-mêmes un petit mastodonte dans là-dedans. On considère qu'elles sont plutôt en train de gagner la partie. Du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'une marque bio, elle doit aller sur Amazon? Est-ce qu'elle doit vendre sur GoPuff ou sur Flink ou sur Cajou ou sur Gorillaz, je ne sais pas qui, ou est-ce que on peut continuer à travailler en dehors de ça sur un réseau bio spécialisé ou un réseau bref, voilà. C'est une très bonne question, Simon, parce qu'on me la pose souvent et c'est une mauvaise question en fait. Ah ben voilà. Il ne faut pas démarrer comme ça. En fait, c'est mauvais. Donc, le sujet, c'est un peu comme il y a peu de temps, et ça continue encore, où on me dit, ben voilà, j'ai été en magasin bio, j'ai abhorré la GMS, mais maintenant, j'avoue que j'aimerais bien y aller, et puis je fais comment, quoi? Et oui, non, mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller en GMS, le débat, il n'est pas là, mais vous êtes en train de restreindre le débat. Donc, on a abhorré la GMS, et maintenant, et en douce, quasi en catimini, et on se dit qu'on devrait peut-être y aller. On est en train de reproduire, alors qu'il y a beaucoup d'autres circuits qui sont très intéressants
Et il faut bien sûr garder la GMS en tête, qui est une option, mais il y en a d'autres dans le monde physique réel. Je pense aux épiceries fines, aux circuits frais qui se développent dans le plus connu et aux grands frais, aux magasins bio, aux fameuses EAP, les épiceries alternatives de proximité, enfin bref. Donc, et aux circuits spécialisés donc normal qui concurrencent la GMS, les jardineries par exemple. Bon, eh ben, on est en train de reproduire cette même erreur dans le monde physique. Pendant très longtemps, on a dit, moi, j'irai jamais sur Amazon. Et puis maintenant, et en douce, et on commence à me dire, je fais comment pour aller sur Amazon? Bon, ben, déjà, ce n'est pas la bonne question. Il faut comprendre ce que c'est qu'un Internet. C'est un océan, il y a des îles. Il y en a qui sont très connues, qui sont un peu passionnelles. J'irai jamais. Et puis après, bah, peut-être que tout le monde y va et que je vais y aller. Non, il faut comprendre très calmement ce qui se passe sur cet océan, les opportunités. On peut passer à la section 2, Bruno, si tu vois les titres. Voilà. On va commencer à prendre notre chapeau de navigateur, on va commencer à aller naviguer. Voilà, on va naviguer dans l'océan e-commerce. C'est une question à laquelle, est-ce qu'il faut aller sur Amazon? Je dirais, c'est pas la première question à poser, c'est prendre conscience de la cartographie d'ensemble, prendre le temps. Il y a le fait d'agir en D2C en pure indépendance, qui demande moi le cas d'ailleurs. Il y a les plateformes de marque qui se développent énormément et qui prennent plein de visas, dont les plateformes ultra verticalisées. Il y a quand même les sites physiques, les sites de magasins physiques, de distributeurs. En fait, il y a plein d'opportunités, il faut prendre le temps. Voilà. Il faut se structurer. Nous, le conseil qu'on donne chez Aventure Bio sur les marques qui nous posent cette question-là, en général plus petites que les marques qui te consultent, c'est qu'il ne faut pas se dire je veux être là, mais se dire ok, il faut que je sois capable d'être partout où je pense que ce sera intéressant. Donc ça veut dire être capable d'avoir une marque qu'on sait déployer informatiquement sur ces différents canaux, être capable d'avoir son site pour aussi faire sa communication, et être capable d'avoir une logistique où on est capable de servir une commande de marketplace sur Nature et Découverte, sur Greenwiz, sur Amazon si on veut y être, sur Cdiscount si on veut y être, avec des marques parfois différentes. On en parlait également une autre fois ensemble sur le fait que un fabricant, un transformateur peut avoir plusieurs marques, peut avoir une palette d'actions de marques. Et donc, du coup, c'est ça ce que j'aime bien dans l'idée de l'océan, c'est qu'il faut d'abord essayer de construire son bateau et avoir un bateau qui permet de bien naviguer. Et après, il y a un océan. Oui, tu as raison. Il y a deux aspects à voir pour une marque. Il faut comprendre déjà que ce que Internet, je vais dire, ce qu'Internet attend d'une marque. La façon d'aborder Internet, c'est que de manière très classique dans le monde réel, une marque, c'est un peu comme un entretien d'embauche pour un salarié. Il met du temps et des moyens pour séduire son employeur. Et puis quand il y est, pendant 5 ou 10 ans, c'est fini, c'est un salarié. Il ne cherche pas à acquérir des clients. Et puis paf, il est mis à la porte, parce qu'il a 50 ans, et il se re-inquiète de rechercher. Bon, il faut plutôt penser à la fois comme un distributeur. Il faut gérer ses stocks, c'est ce que tu as dit. Hein. Il faut gérer ses data, ses KPI. Toutes ces données sont plutôt une façon de penser d'un distributeur qu'une marque. Mais ça ne suffit pas, il faut gérer. Ça suffit, mais en même temps, il faut penser comme un véritable indépendant, comme un freelance qui tous les mois doit trouver de nouveaux clients. Donc, il faut être sans arrêt, en fait, au taquet. Alors que le rôle d'une marque ordinaire, elle se dit, là, si je pouvais être référencée chez Biocoop dans 2-3 magasins, et puis voilà, elle y est, elle passe énormément de temps à avoir des bons rapports, et puis de temps en temps, elle se dit qu'elle devrait voir ailleurs, mais non, il faut sans arrêt se dire, voilà, je suis un indépendant, je suis une marque freelance, en fait. Et je dois à la fois penser comme un distributeur en intégrant ma logistique, mais comme un indépendant et en soignant déjà, ce que ça s'appelle un D2C, un direct to consumer. Donc, en se disant que je vais être moi-même un distributeur, c'est le pur D2C, donc je vais compter uniquement sur ma boutique, en général dans un deuxième temps sur un réseau de magasins physiques. Mais bon, la réalité, c'est qu'on voit des D2C qui vont aussi dans des marketplaces, donc ça ne leur appartient pas, elles n'ont pas le bon data.
mais elles fonctionnent quand même comme un esprit d'indépendance. C'est-à-dire que Une fois qu'on sait le faire pour soi, qu'elles plaisent. Hein. même si c'est petit, même si c'est un site D2C où une marque vend pour elle, en fait, tout ce qu'elle va apprendre et cette capacité à vendre directement à des consos et à envoyer directement à des consos, ça, c'est le même travail que de vendre sur une marketplace. Et c'est pour ça que moi, je le recommande aussi Exactement, tu as raison, oui. commencer par ça. C'est pas ça qui vous fera 40% de votre chiffre d'affaires, ou alors vous êtes une marque très spécifique qui est hyper adaptée à ça. Mais par contre, si vous commencez pas par ça, derrière, les marketplaces, c'est inaccessible, quoi. Alors moi, ce que je recommande, et c'est d'ailleurs la même chose que toi, c'est cela dépend. Il y a deux cas de figure. Il y a la marque qui démarre, une start-up, une petite start-up. Elle n'a pas le choix. Voilà, elle n'a pas le choix parce qu'elle ne rentrera pas dans les magasins, même si les choses ne vont pas tarder à changer dans peu de temps, mais pour le moment, J'espère. Ça va changer pour différentes raisons, mais pas avant 6 ou 9 mois minima, quoi. Mais bon, elles n'ont pas le choix. Donc, le mieux, effectivement, tu as raison à 100%, et qu'elles démarrent par leur propre boutique et leurs réseaux sociaux, parce que c'est très conjoint. Une boutique parfaite sans clients, ça ne sert pas à grand-chose. Et des réseaux sociaux sans boutique, ça sonne creux. Enfin, exactement. Toujours, Donc, c'est une paire unie pour la vie. Hein. Donc, il faut qu'elle apprenne à séduire des clients en elle-même et moins par des pubs, plus par les réseaux sociaux, bien sûr. Il faut qu'elle apprenne à les transformer en clients par une newsletter et surtout à apprendre à être à la fois un freelance et un distributeur en gérant d'abord sa propre boutique. Voilà, ouais. Ça c'est le premier cas, parce qu'elle n'a pas le choix, c'est de là qu'elle dépend. Après, ce qui est intéressant, cette boutique, et elle apprend le métier, ce qu'on va voir un petit peu plus tard, je pense, et il faudra qu'elle aille voir ailleurs. La boutique, ça ne suffit plus, il faut qu'elle aille par exemple sur les plateformes de marque. Mais pour parler du deuxième cas, c'est la marque installée, qui est là depuis pas mal de temps, une marque historique, et qui se dit, voilà, alors depuis 2009, ces marques, elles ont leur propre boutique. À peu près. Quand elles font une bonne partie maintenant, le gros débat en 2009, c'était est-ce que j'ai bien vécu? On me demandait des conseils à cette époque-là. Est-ce que je dois avoir une boutique? Parce que j'ai peur que si je vends en ligne, je vais perdre mes clients physiques. Ils vont me déréférencer. L'histoire a montré que ce n'était pas le cas. Voilà. Mais bon, quand elle fait 10% du chiffre d'affaires, c'est déjà énorme. Et c'est plus normal. Une bonne boutique performante d'une marque, je parle d'une marque installée, pas d'une start-up. Une marque installée qui est déjà dans un réseau devrait faire minimum 15%. 10%, c'est le minimum vital. C'est plus normal, quoi. Elle devrait même arriver assez rapidement à 20%. Après, c'est un peu. Après, il faut qu'elle continue. Après, ça dépend vachement des marques, quand même. Pour les gens qui ne sont pas à ça dépend beaucoup des marques. Ça dépend du type de produit. Est-ce qu'on est sur un produit facile à expédier en D2C? Si on vend des bouteilles de jus de pomme, certains se reconnaîtront. Là, c'est plus difficile de faire du D2C, de jus. Enfin, des choses qui sont lourdes et cassantes. En e-commerce D2C, ça demande de réfléchir un peu différemment, parce que c'est... Enfin, les economics du e-commerce ne sont pas du tout les mêmes quand on envoie des boîtes de tisane ou des bouteilles de jus, quoi. Oui et non, parce que par exemple, oui et non. Alors, évidemment, ce que j'ai donné, tu as raison, c'est un chiffre à la louche. Il y a des non, cas mais c'est une bonne cible, je suis d'accord. C'est du cassable, oui, mais la bonne moyenne quand même pour 70 à 80% des marques qui font du assez léger et pas trop cassable, 10% c'est déjà bien, il n'y en a pas beaucoup qui les font. Ouais. Et après, notre recours, c'est aussi de dire, il faut absolument, quand on l'a fait depuis longtemps, on va aussi améliorer sa gamme pour avoir des produits qui se travaillent bien en e-commerce. C'est-à-dire que si vous faites des produits lourds et cassants, vous allez chercher vos innovations, elles seront plus compatibles avec du e-commerce. Tu as donné un bon exemple, c'est les boissons. Il y a un boom qui est déjà le cas en France, mais qui est encore plus le cas aux États-Unis. C'est les boissons sans alcool qui ont explosé, dites sans alcool et fonctionnelles, qui reproduisent les caractéristiques des boissons avec alcool, les apéritifs, les vins, mais en version, et on va dire, genre pour rire, vegan, quoi, sans alcool. Donc, et en même temps, il y a des boissons dites fonctionnelles. Bon, ces booms-là, pour différentes raisons, ils se développent surtout aux États-Unis.
par Internet, par la vente, alors qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes de cassable encombrants. Finalement, ils ont réussi par différentes manières à contourner ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça a démarré fondamentalement là et ça a généré une nouvelle race de magasins de vente sans alcool et aux États-Unis. Donc, il y a toujours ce lien physique, figital, on va dire, qui est là. Mais bon, pour dire que, quel que soit le cas, il faut démarrer à prendre le métier à la fois de freelance, si je peux dire, et pas de marque salariée, et le métier d'indépendant avec sa propre boutique. Oui, c'est une très bonne chose. Et effectivement. On a une question de Fabien. Chez les marques installées, quelles sont, d'après vous, les marques les plus exemplaires en D2C? Moi, je cite souvent donc Jardin de Gaïa. Bon, je ne les connais pas spécialement, mais je sais que leur boutique tourne très bien. Je crois que toi, tu en connais aussi qui marche bien. Moi, j'aime bien ce que fait Beldon. C'est intéressant aussi. Est-ce que tu as des exemples toi aussi, Sauveur? Oh, il y a pas mal de marques qui commencent à bien se débrouiller, effectivement, mais les magasins bio, et les marques bio, c'est pas là où on a les exemples les plus exemplaires. Il y a une marque que j'aime bien citer, c'est Prêt à pousser dans les jardineries. Mais il y en a d'autres, il y a Nutri & Co dans les compléments alimentaires. Il y en a d'autres qui ne sont pas connus en France, mais aux États-Unis, qui se débrouillent très très bien. Et elles, la particularité, c'est qu'elles sont nées sur Internet. Elles n'ont pas compté sur les magasins physiques. Ils se sont développés d'emblée dans les opportunités du moment. Ça, c'est important. Pendant le cas Nutri & Co, c'était il y a 3-4 ans où tout le monde critiquait Amazon, personne ne voulait y aller. Ben, eux, ils y sont allés. Ils ont littéralement explosé. Ils ont su faire du bon travail. Ils ont fait une bonne communication bien adaptée. Donc, ils ont grossi. Et ils ont profité du fait qu'Amazon, à l'époque, encore maintenant, mais c'est encore plus intéressant à l'époque, ils leur offraient des opportunités très facilement de décliner leur gamme en Angleterre, Allemagne, Espagne et oui, il y a ça aussi. Italie. Oui. Le développement international, c'est un des vrais points forts quand on remet le doigt dans les marketplaces et qu'on commence à bien savoir le travailler. Alors, Nutri & Co, c'est des compléments alimentaires, donc c'est assez enfin, d'un point de vue logistique, c'est facile. D'un point de vue réglementaire, j'imagine qu'il y a faut quand même se faire quelques nœuds au cerveau de temps en temps, mais ouais, derrière, ça veut dire que quand on marche sur un pays, bah, les marketplaces permettent d'aller sur des pays connexes autour. C'est vraiment une façon. Alors, c'est un des avantages effectivement des marketplaces, surtout des marketplaces ultra verticalisés, parce que bon, peut-être faire un résumé ce que c'est qu'une marketplace, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Eh oui, c'est vrai, oui. Tu peux peut-être le faire toi, tu les connais très bien. Marketplace, c'est un site où vous achetez, mais en fait, vous achetez directement à la marque ou au vendeur qui vous envoie directement le produit. Donc, c'est contrairement à ce que vous savez d'habitude, c'est pas expédié par Amazon ou expédié par Cdiscount, c'est expédié par Nutri & Co ou par Prêt à pousser. Voilà. C'est ça le fonctionnement. Et en gros, la marketplace, à l'origine, c'était un commerçant en général. Mais il y a Mano, par exemple, une marketplace qui était même pas commerçant, je crois, au départ. Et en fait, leur job, c'est de récupérer un immense trafic avec une gamme de produits immense. Donc ça demande des investissements importants. Et en fait, c'est un peu comme un modèle de galerie commerciale quelque part. Ils vendent leur trafic aux marques et en fait, les marques payent, mais payent pas un emplacement. Elles payent une commission qui va être entre 10 et 20%. Il y a un standard autour de 15% sur la majorité des produits. Une commission de 15% sur toutes les ventes. Une place de marché, c'est comme son nom l'indique, c'est une place de marché, c'est-à-dire c'est un loueur, comme dans le marché traditionnel. Un loueur, il loue des emplacements à des marques qui ont un espace de respiration. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Et le loueur, il leur donne à la fois le espace dans un vrai marché et il leur accorde certaines facilités, le raccordement à l'eau, à l'électricité, etc. Dans le monde virtuel, c'est pas Amazon qui l'a inventé, mais c'est Amazon qui en a fait une véritable stratégie, un vrai business modèle. Pareil, Amazon, à l'époque, il vendait des livres et il s'est mis à vendre les livres de ses concurrents ou de gens qui avaient des livres occasion. Et personne ne comprenait à cette époque-là. Comment tu ne vends pas tes livres à toi, tu vas vendre les livres de la concurrence. Oui, mais je prends une marge. Et il a été très fin, très, très, très malin. Après, il a élargi ça à tout. Donc, ce principe-là, il est redoutable.
il permet facilement, comme tu l'as très bien dit Simon, de rentrer dans là où il y a déjà plein de clients qui sont là. Comme moi, je vais louer un emplacement dans un marché, je suis sûr qu'il y a du trafic. Bon, c'est à moi de me débrouiller pour qu'il y a des conditions pour que ça marche. C'est pas parce que le client, il faut quand même que le client s'arrête. Il faut un prix attractif, il faut un produit qui ne soit pas comme les autres, parce qu'il y a des inconvénients dans les places de marché. Et on est comparé, si on a les mêmes produits que les autres, qu'on a, voilà, on va se dire sur le prix. C'est une bataille de prix. Donc, on a tout intérêt à avoir un produit très atypique, un produit qui a une âme aussi, qui communique très bien. Et voilà. Alors ça, l'énorme avantage de la place de marché, c'est comme un marché conventionnel, on est sûr qu'il y a du trafic, c'est du pain béni. Tout à l'heure, j'ai cité Prêt à pousser qui ne pouvait pas rentrer dans les jardineries. Et ils vendent des jardinières écologiques connectées sur Internet. Donc, c'était un produit qui était atypique, qui n'existait pas ailleurs. Il n'y avait pas de concurrence. Ils l'ont vendu plutôt cher. Et ils ont eu d'emblée plein de clients. C'était très, très bien vu. Et ils sont allés sur Amazon, mais déjà à une époque où Amazon, ils avaient fleuré qu'il n'y avait pas qu'Amazon dans la vie. Ils sont maintenant sur Cdiscount et dans d'autres plateformes. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Et encore à l'heure actuelle, à condition de ne pas penser qu'il n'y a qu'Amazon, il y en a plein d'autres. On va voir les évolutions peut-être tout à l'heure des places de marché, les opportunités. Si tu veux, tu avais prévu quelques slides si tu veux. Je ne sais pas si tu veux que je les diffuse. Tu avais prévu une présentation avec un PDF. Je ne sais pas si tu veux qu'on l'affiche, si tu avais une slide là-dessus. Oui, tu peux l'afficher. Tu en as 5. Je ne vois pas trop c'est ça. Tu peux l'afficher, mais vas-y. Non, tu en as une que tu voulais présenter là-dessus par rapport aux places de marché? Ouais. Pas encore. Non, c'était surtout pour faire un survol et on ne l'a pas fait, mais... Bon, tant pis. Non, ce qui est important, c'est la deuxième que tu as montrée. Ouais, tiens, on va la remontrer. Celle-là. Voilà. Il faut prendre conscience d'une chose. Bon, là, on parle spécifique place de marché dans le cas d'une marque qui veut étendre, qui veut donc étendre. Soit elle est installée, elle est déjà en magasin physique, ou elle est start-up, elle ne peut pas entrer en magasin physique. Donc, on a parlé d'emblée des places de marché. Mais il faut prendre quand même conscience on n'a parlé qu'une petite pièce de l'écosystème. Une marque, quel que soit son statut, a intérêt à regarder ce support-là et voir tout ce qui se passe dans un vaste écosystème que la GMS est en train de construire et qui est encore plus sophistiqué en version de licorne. Donc, il y a une complexité folle qui montre deux choses. C'est qu'Internet, c'est un vrai continent qui se construit, c'est un océan. Il faut apprendre à en connaître les méandres et tout ce qui se passe, parce qu'il y a encore plein d'opportunités. La construction est toute neuve et elle n'est pas terminée. Et moi, je regarde très souvent ce graphe que j'ai conçu, qui est un simple petit résumé, parce que j'aime à penser tous les matins quand je me lève, c'est dans toute cette construction, quelles sont les opportunités sur une marque, ce que je conseille à mes clients. Donc, c'est pour sortir du syndrome GMS et donc Amazon. J'aime ou j'aime pas, mais si j'y vais, je ne regarde pas en fait ailleurs. Tu peux peut-être montrer la première diapositive, Simon? Oui. Alors, celle-là, on va sortir temporairement de la place de marché. Et là, on est centré sur l'alimentaire. Hein. On a parlé tout à l'heure des santé, cosmétiques et tout. Mais il faut comprendre, au-delà de vente sur Internet, l'avenir d'Internet. Parce que c'est assez extraordinaire. Et je pense que Simon est peut-être encore le mieux placé pour le savoir. C'est qu'il y a encore des magasins, des grands décideurs de magasins bio et certaines marques qui se disent que peut-être elles n'ont pas besoin d'Internet. Elles peuvent s'en passer. Cela ne nous regarde pas, a priori. Comment? Cela ne nous regarde pas aujourd'hui. C'est pas le genre de... Ils ne font pas partie du public en général. Mais il y a quand même ce petit fil à la patte des très gros patrons, des très grosses enseignes qui s'interrogent vaguement en se disant que peut-être elles ont laissé passer la vague du drive, ça ne les a pas empêchés de faire 20-30% de croissance pendant quasiment 20 ans.
et que peut-être elles vont pouvoir passer un LAS. Alors ça, c'est fini. Le drame, avant, pour différentes raisons, elles sont passées au travers des mailles du filet de l'Internet de l'époque, mais la complexité, on l'a vu, la sophistication et les habitudes des consommateurs, en particulier des jeunes générations, sont telles que non, Internet est devenu incontournable. Et ce qui va se passer, alors par contre, ce n'est pas la domination d'Internet. Par exemple, il y a un dernier chiffre qui vient de tomber très intéressant, c'est que pour la première fois, la croissance de la vente en ligne internationale, elle a baissé entre 2021 et 2020. Et même par rapport à 2019, qui était une bonne croissance, tout compris, alimentaire et non alimentaire, en international, c'est 13%. En Chine, c'est plus de 50%. Oui, mais la Chine, de la pour consommation. différentes raisons, est un peu particulière. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on rentre vraiment dans l'ère du digital, surtout en Occident, où on a pris l'habitude des magasins et on a pris l'habitude aussi de commander par Internet. En fait, pour comprendre une évolution, ici, dans ce support, on se projette sur 2030, dans la prise de repas. On regarde qu'est-ce qui va se passer. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas manger des pilules en 2030. On va toujours confectionner ces repas et une bonne partie sera très terrestre. Il viendra de petits producteurs locaux, etc. Mais il y aura une porosité invisible, une ghost présence de Internet à toutes les strates. Ça, c'est important à comprendre où on va, c'est à peu près dans 8 ans. C'est-à-dire que moi, je tiens pour mes amis, je me tarde d'être un cuisinier, ce qui n'est pas le cas, mais supposons, et je prépare moi-même quelque chose et hop, je manque de poivre. Donc, je vais dire, dis Siri ou dis Alexa, tu peux m'amener du poivre vert, je vais l'avoir dans les 10 minutes, un quart d'heure. Par contre, je m'aperçois que j'ai 3 invités surpris qui ne sont pas là et vite, je vais dire en synthèse, j'ai besoin pour 2 personnes de faire un repas vegan où il y a de la viande de poulet. Et hop, on va me fournir une liste par voie vocale. Je vais dire c'est bon et je vais l'avoir aussi en un quart d'heure. Vous avez vu cette porosité, ce truc-là? Donc, Internet sera là sans être là, tout en étant là. Donc ça veut dire que ça veut dire deux choses. Il faut être sur Internet, bien sûr. Les startups, elles n'en doutent pas, mais les enseignes plus. Et surtout, il faut comprendre qu'un des facteurs importants est la vitesse, par exemple. Donc, il est peut-être temps, même en 2022, de s'allier avec des acteurs du quick commerce pour proposer un produit de santé, un produit de beauté ou un produit alimentaire rapidement. Là, il y a des voies à prendre. Voilà. En gros, les services de course vont changer, du coup, ça veut dire qu'on est tout centré sur la personne chez elle, finalement. C'est là que se passe l'acte de vente, plus forcément au magasin. Et en gros, au niveau de en fait, le digital va pénétrer, en fait, va infuser chaque étape de la consommation. Et en fait, une enseigne ou une marque qui va pas être au process de digitaliser son process de vente, son process de mise à disposition de ses produits, en fait, quelque part, au bout d'un moment, elle sera plus du tout pertinente et périmée, quoi. Enfin, les consos ne sauront plus comment faire pour acheter des produits. C'est exactement ça, tu as raison. D'ailleurs, tu peux montrer le deuxième support qui traite de ça, qui est important. Ouais. Non, l'autre. Celui-là ? Voilà. Alors, ça concerne les enseignes, mais comme les marques ont besoin des enseignes, et ben, ça concerne aussi les marques. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un magasin bio, fondamentalement, il est d'abord en périphérie. Je parle en moyenne, hein, dans les zones urbaines, il est aussi dans les zones urbaines, mais un magasin bio, le gros des troupes, il se passe en zone périphérique, même en zone urbaine. Et après, il est en magasin proxy de plus en plus, et il a un petit filigrane de vente en ligne, toujours en 2022. En 2030, c'est complètement l'inverse. Ça, c'est quand même un enseignement clé qui résume ce que tu disais en fait, mais en version peut-être plus visuelle.
Oui, c'est ça. Alors, je précise juste, si je vous écoutais en audio et que vous voulez voir les slides dont on parle, c'est sur la chaîne YouTube Aventure Bio. Voilà. Je prévois ça d'avance. C'est plus sympa et en visuel aussi. Donc, le premier magasin en 2030, qu'on le veuille ou non, il sera sur les écrans et sur le perron aussi de notre demeure ou de notre immeuble. C'est-à-dire qu'on va prendre l'habitude de commander par Internet de manière et ça va se faire à la voix en 2030 de manière très intuitive. Et on va prendre l'habitude, ce que je fais moi déjà depuis 2 ans, de papoter tous les mercredis matins au perron de mon petit producteur local qui m'amène et on discute le bout de gras pendant 5 minutes. Et c'est sympa. Donc c'est lui-même qui se déplace et le magasin, c'est mon perron, c'est le pas de ma porte. Et petit à petit, directement après, il va y avoir les magasins de hyper proxy, des magasins tout petits, à l'italienne encore, de petites surfaces avec un petit nombre de référencements où le vendeur me connaît et voit grandir mes enfants. Il y aura et tout ça va être bien sûr boosté par le télétravail. Et ça, c'est un des gros apports de la Covid qui a considérablement accéléré l'avènement du télétravail, où les gens se déplacent dans des petites villes moyennes qui maintenant sont bien connectées et vont prendre l'habitude de vouloir avoir un contact physique proche avec son magasin. Voilà. Donc, si on résume, du coup, si on veut, la consommation, la digitalisation va imprégner chaque étape de la consommation finalement. Et en tant que marque, si on veut naviguer là-dedans, dans 8 ans ou dans 10 ans, comme tu nous préviens, il faut dès maintenant déjà être capable de faire ce qui apparaîtra comme le B.A.-ba, quoi, mais être capable de vendre en ligne, être capable d'être présent ensuite dans un temps 2 sur des marketplaces. Et être capable de s'interfacer déjà avec ces futures licornes ou ces services-là, quoi. Même si le sujet, là, c'est la plateforme, ce que je conseille aux marques, c'est de raisonner sur 2 fronts. Voilà, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 2 fronts, en fait. Il y avait le front allemand et le front japonais. Surtout pour les Américains. Voilà. Donc, ici, il y a 2 fronts. Si tu peux peut-être revenir à la diapo que tu as vue, il y a des enseignements stratégiques à distinguer de cette info-là. Non, l'autre, la précédente. Voilà. L'enseignement stratégique, c'est quoi? C'est comme tu l'as dit, Simon, bien sûr, il faut être présent sur Internet à toutes les strates. Comment je pourrais être présent en livraison à domicile, en livraison de repas si je fais de l'aliment, donc dans toutes sortes de catégories produits. Ceux qui font des pâtes ont intérêt à apprendre par exemple à faire de la livraison de repas de pâtes. Dans un premier temps dans leur zone locale où l'usine se trouve et dans un deuxième temps avec l'aide des ghost stores, ils vont se diffuser. Vous voyez. Et en même temps, l'enseignement, c'est comment je peux être présent dans les petites épiceries de hyper quartier, hyper local, qu'on appelle les EAP, qui vont toujours exister. Et il y a une nouvelle génération que je ne vais pas développer par manque de temps, c'est les nanostores. Mais comment je peux être présent dans des petites épiceries de quartier dans le monde physique, en particulier pour une marque bio. Vous voyez, et il faut penser à la fois distribution Internet, le sujet du jour, c'est les plateformes en particulier, mais en même temps, il faut toujours jeter un œil sur la mutation des circuits de distribution physique et que le grand avenir va être dans le petit commerce en fait de quartier. Ok. Donc faites une liste de tous les canaux dont on a pu parler avec Sauveur et en tant que marque, dites-vous, est-ce que vous avez un pied dans chacun de ces canaux? Alors pour l'instant c'est petit, mais il y a 15 ans les magasins bio c'était petit et maintenant pas mal de marques essayent désespérément de rentrer dans tel ou tel réseau. Ils sont gros, ils ont déjà leurs fournisseurs et c'est difficile de rentrer. Voilà, c'est intéressant de faire cette analyse en avance parce que comme ça vous pouvez déjà mettre un pied et commencer à apprendre à travailler avec
avec chacun de ces modes de consommation. Et la dernière question, la dernière partie de l'interview, j'avais vraiment envie d'avoir ton avis, c'était sur un enjeu des marques bio, comment être éco-engagé dans cet océan Internet où il y a des îles avec différents modes de distribution sur lesquels on peut planter le drapeau depuis son bateau. Le problème, c'est que dans ce monde d'Internet, nous on le constate tous les jours, c'est aussi le monde du greenwashing parce que la marque, elle parle pour elle-même, elle s'attribue plein de labels, plein de vertus, plein de choses comme ça, sans contradiction, sans comparaison, parce que forcément on navigue où on veut. Et du coup, une marque qui est vraiment éco-engagée et qui consacre du temps et de l'argent à faire être à des engagements forts, celle-là, elle a du mal à sortir en fait du lot et elle a du mal à prouver qu'elle le fait avec sincérité, avec engagement, là où d'autres ont juste récupéré 3 labels pour faire penser qu'ils étaient éco-engagés, quoi. Donc toi, quel serait ton conseil à une marque éco-engagée qui voudrait le faire valoir de manière définitive? Ça dépend toujours de la taille. Est-ce que c'est une start-up ou une marque installée qui se lance? Dans le cas d'une start-up, moi, ce que je conseille, c'est que il y a de plus en plus de startups qui se revendiquent qu'elles sont pour la planète et tout ça. Et en fait, elles sont en train, l'air de rien, si on ne fait pas gaffe, de reproduire les mêmes travers que les grandes marques. Elles sont d'autant plus redoutables qu'elles savent très bien se vendre, elles savent très bien dire qu'elles sont pour le climat, pour ceci, cela. Mais quand on creuse, comme tu dis, Simon, elles mettent un petit mur de labels, mais c'est que des labels à elles, des labels autoproclamés. J'ai rien contre les labels autoproclamés. Je trouve que c'est même nécessaire quand une marque est vraiment engagée, à condition qu'elle ait avant 2-3 vrais labels, qui suppose qu'elle ait fait des efforts et on peut faire des points de comparaison. Si elle en rajoute un ou deux, parce qu'elle est très en avance et ça n'existe pas, oui. Donc, le problème de ces petites startups, c'est qu'elles savent créer un lien affectif sur les réseaux sociaux, mais elles ont les dents longues qui rayent le parquet, elles veulent se développer très vite. Et elles ne sont pas fabricantes. Il y a un blanc sur l'origine des ingrédients, alors que la tendance est au local. Et elles font sous-traiter quand on gratte. On connaît bien les process par des produits qui, au final, sont assez banaux. En fait, elles n'innovent pas autant que ça. Donc, attention à ces marques qui se développent vite. Un jour, ça va vous retomber sur le coin du crâne, si je peux dire, parce qu'on va finir par faire le lien. Et surtout, quand on a une communication avec un affect fort, il y a une confiance qui se passe, les gens ne vérifient pas. Mais si ça commence à s'égratigner, là, on peut donc tout perdre. Donc oui, et je pense que la responsabilité aussi d'un distributeur de marque atypique, j'en ai un en face de moi, ou plutôt à côté virtuellement, et de vérifier que la marque c'est bien communiqué, mais c'est plutôt un problème pour les marques de génération. Il faut même s'en méfier, mais savoir qu'est-ce qu'il en est et d'avoir une charte, de dire est-ce que tu fabriques vraiment, est-ce que tes produits sont originaux en termes de formulation, est-ce que l'origine est vraiment France, etc. Voilà. Après, il y a le cas des marques. C'est un peu le problème contraire des marques authentiques. Tu as cité Beldon, par exemple. Il y en a d'autres, bien sûr. Et qui, elles n'ont pas grand-chose à prouver en termes d'engagement. Mais il y a des petites maladresses. Par exemple, elles ont tendance à faire des listes à la Prévert d'engagement. On fait ceci, on fait du commerce équitable, on a une usine, et patin, on est zéro déchet. Ouais, et séduire une fille ou un garçon ou séduire un consommateur, c'est la même méthode. C'est pas en disant tout ce qu'on fait dans une journée et qu'on est sérieux, qu'on gagne bien de l'argent qu'on arrive à séduire. Il faut avoir un petit quelque chose, une alchimie. Conseil de vie, si vous écoutez. Elles devraient apprendre, elles ont des leçons à apprendre des startups, elles ont une vision, un discours très simple, elles savent se mettre dans... Elles ne savent pas se disperser, elles savent prendre parmi tout ce qu'elles font un élément, bien le mettre en avant avec des termes communicants très modernes, adaptés plutôt à des jeunes générations, et elles savent donner l'impression qu'elles vont changer le monde. Elles vont changer à la fois leurs clients, tendance du healthy living, elles ne leur vendent pas qu'un produit à leurs clients. Elles leur vendent une promesse d'une vie meilleure et elles ont une vision. Elles vont changer le monde.
Donc, il va falloir que ces marques, elles apprennent des leçons des startups à savoir communiquer en peu de mots. En clair, ça s'appelle avoir, dans le monde relationnel normal, ça s'appelle avoir du charisme. J'ai un bon conseil que j'ai piqué, j'ai piqué sur LinkedIn, comme beaucoup de choses, pour ces marques-là, c'est de changer quelque chose. C'est-à-dire que se dire, en fait, les gens vont vous aimer si vous parlez de vos faiblesses. Si vous parlez de ce qui est difficile pour vous en tant que marque, vous faites ça depuis 20 ans, mais ce truc-là, vous n'arrivez pas à le gérer. Voilà. Et si vous arrivez à montrer en fait votre effort et vos difficultés et vos efforts à essayer de les résoudre, plutôt que de faire une liste de tous les trucs où vous êtes fort et bomber le torse, ça crée de l'affection et de la connivence du point de vue du consommateur. Et après, tout ce qui va un peu les surprendre et montrer un lien humain direct, inviter des consommateurs sur vos lieux de production, les faire participer à des événements, mais même petits. Faites un festival, j'ai proposé ça à une marque bio, faites un festival du commerce équitable et inviter des consos. Voilà, tous ces liens humains directs qui montrent que même quand vous venez voir la marque, vous voyez qu'en fait, il se passe, voilà, elle a une façon d'être qui est atypique pour une entreprise. Ça marche bien, quoi. Et le côté ne pas avoir peur de montrer ses efforts et ses faiblesses, c'est à mon avis quelque chose qui détonne et qui montre qu'on est sur une marque. Oui, mais dans l'art de convaincre, c'est un élément clé, mais qui n'est pas le premier. C'est humble, on voit qu'on ne s'adresse pas à un beau parleur. Donc ça, oui, c'est important ce que tu dis, mais ce n'est pas pour moi le plus important dans la mesure où, avant, ce que veut que fasse le client, ça a l'air simple à dire, mais il y en a très peu qu'il faut. Par exemple, quand une marque bio, elle vend un produit, elle vend vraiment un produit. Et tu as vu que mon produit, il est commerce équitable, il est zéro déchet, il est ceci, cela. Elle fait que parler du produit. Il est génial, et puis j'ai 3 labels, et je suis certifié Déméter, et blablabla. Alors, tu as vu, ce produit, il est tellement génial que tu as intérêt, en fait, à l'acheter. Et ça, c'est un problème. Parce que ce qu'il faut faire, c'est la grande tendance. Les Américains ont très bien compris ça. C'est pour ça que le marché bio se porte beaucoup mieux aux États-Unis qu'en France, parce qu'ils ont su trouver le bon discours. La marque, ce qu'elle devrait dire, c'est « Écoute, tu es là, mon produit, il a une fonction très humble, c'est de changer ta vie, c'est de te rendre plus heureux. » Voilà. Et grâce à ce produit-là, suivant les cibles à qui je m'adresse, tu vas pouvoir embrasser un arbre, ne pas être pollué parce que tu as peur du cancer, ou pour une autre cible, grâce à ça, tu vas avoir des beaux enfants qui vont pousser sans problème de santé. Vous voyez, ça dépend des cibles. Mais dans tous les cas, on parle du client, du fait qu'il va être en bonne santé, surtout à l'époque Covid, et un peu plus que ça. La bonne santé, c'est la tendance aux États-Unis au wellness, mais il y a une tendance qui est plus fine, plus subtile à comprendre, c'est la tendance au well-being. Tu seras heureux. Tu seras bien dans ta peau, tu seras content de te lever tous les matins, et tu vas prendre ton pied. Et ça, il faut parler moins du produit, et c'est le gros problème des magasins et des enseignes bio, et plus de la personne. Et il faut faire pareil pour la planète, plutôt que de dire on préserve la planète parce qu'on adhère à tel système, on contribue à baisser le CO2, qui est important, mais en deuxième niveau. Il faut plutôt dire la planète, c'est un être vivant et on l'aime, elle est aussi importante que nous, que nos enfants. Donc, il faut avoir de l'aspirationnel sur la vie du client et parler des enjeux environnementaux de manière plus émotionnelle. Et après, quand on a fait ça, bien sûr, d'être humble, parce que les startups, on l'a vu, savent très bien faire ça. Mais après, est-ce que c'est du pipeau, c'est des beaux parleurs, des séducteurs, ou il y a du vrai? Donc là, oui, ce que tu dis est très important. Mais pour faire ça, si on peut faire le lien avec finalement le D2C, l'archipel e-commerce et l'archipel digital, historiquement, sur un packaging produit, c'est difficile de faire ça. De parler de la personnalité de la marque et de ce qu'elle va changer dans la vie des consos. Sur un packaging, il y a toute une partie qui est technique, réglementaire. Certains y arrivent, des innocents ou des deux vaches, mais évidemment c'est un peu usé comme concept. Et du coup, quand vous commencez à pouvoir vendre en direct sur un site, vous avez de l'espace, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des podcasts, vous pouvez faire des reportages photos ou des je ne sais quoi. Là, vous avez de l'espace pour parler de vous et de parler de la démarche de la marque et du groupe de personnes que sont cette marque et de ce que ça va changer dans
dans la vie des gens. Et ça, je trouve que c'est un vrai point de basculement quelque part. Et pas mal de marques bio qui ont été un peu prisonnières de leur packaging, parce que elles étaient des spécialistes de vente de produits à des distributeurs, donc du coup, leur espace de communication, c'était quasiment que le packaging. Je sais pas ce que tu en penses. J'en pense que tu as raison. Les réseaux sociaux sont là justement pour développer sur un mode affectif et relationnel, en profiter pour développer ses atouts, mais je pars du principe que il doit y avoir de l'aspirationnel dans un pack. Il faut commencer dès le pack. Alors, comment on met l'aspirationnel dans un pack? C'est compliqué parce que la place est rare et on a plein de trucs réglementaires. En général, il suffit d'une phrase qui est clé, qui va tout résumer. Fabriqué en fait à la main, séché au torchon. Vous voyez? Ce genre d'argument, quand on creuse, qu'ils se disent « Oh là là, s'il fait ça, je ne sais pas ce qu'il y a par derrière, mais c'est puissant. » Donc, un bon pack doit arriver à avoir un petit espace de respiration où il va mettre un USP, un Unique Selling Proposition, qu'il estime le plus important. En général, il n'en a pas qu'un, il en a 3 ou 4 ou 10, mais qui va résumer tous les autres. Donc, oui, mais il faut commencer par le pack quand même. Il faut commencer. Mais quand on a de l'espace, on peut prendre la parole sur un site, sur des vidéos, sur des choses comme ça, et qu'on a pris l'habitude de communiquer, d'avoir ces meilleurs consos qui savent retrouver le site et qui savent acheter sur le site de temps en temps, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus d'espace pour dialoguer comme ça. Évidemment, et puis d'ailleurs, il n'y a pas une bonne utilisation, parce que quand on regarde les communications des réseaux sociaux, il faut toujours regarder ceux qui font 2 à 300K. Mais pas ceux qui font parce qu'ils ont tout pigé. Et on voit très nettement la différence. Dans les autres, ils se copient tous. Donc, ils montrent des photos de produits dans la nature. Quand on regarde vite, et on a l'impression que c'est du copier-coller. Et il n'y a pas autant d'aspirationnel que ça. Donc, il faut arriver dans cet espace de respiration. Oui, tu as raison, mais il faut bien le faire aussi. Il ne faut pas tomber dans les pièges. Tu as des exemples de réseaux sociaux qui sont intéressants à regarder, que tu regardes souvent dans ta veille? Comment? Tu as des exemples de réseaux sociaux, de marques que tu regardes, que tu considères souvent dans ta veille, aux US ou en France? Oh là là, j'en ai plein, j'en ai des dizaines ou des centaines. Là, il n'y en a pas, ça dépend en alimentaire santé, mais j'ai une règle simple, je ne vais jamais en dessous de 50K ou de 100K. Ouais. C'est une règle bête. Et de toute façon, c'est simple. Vous prenez quelqu'un qui a, bon, sauf s'il se développe, qu'il a 5K en une semaine, c'est très différent. Mais si depuis un certain temps, il est toujours à 5 ou 10K, c'est sympa. Mais on remarquera que tous les 5 ou 10K, ils se ressemblent. Quand on va à 100 à 300K, on voit nettement un ton de com, une manière de présenter qui est très différente, qui est plus aguerrie. Et qui est basé plutôt sur l'aspirationnel et les promesses. J'en ai un que j'ai reçu ici, qui sont vraiment un modèle à mon avis, c'est la marque Comme Avant, parce qu'ils sont à beaucoup de cas, peut-être 200, je ne sais plus ce qu'il est, Neil s'en rappelait même plus. Vous pouvez regarder ça, et surtout, ça fait partie de ceux qui ont vraiment grossi organiquement, avec du budget évidemment, mais quand même avec un succès organique, alors que certains arrivent à avoir 100K sur Instagram. Bon, quelque part, il suffit de payer, quoi. Donc en fait, il faut regarder le nombre d'abonnés et le nombre de réactions par post. C'est vraiment clé. Voilà. Donc nous, sur Aventure Bio, on n'est pas à 50K encore. Je vais prendre ton exemple. Comme Avant, je le décrypte. Je l'ai sous les yeux. Hein. Ouais. Pour celles et ceux qui nous écoutent, on ne l'a pas prévu, Simon et moi. Non, pas du tout. Tous les avantages du direct. Du live. Voilà. Alors, comme Avant, il rentre dans les critères de la 100K, donc c'est pour moi un bon exemple. Cosmétiques, vêtements bio, fabriqués à la main, près de Marseille. Voilà. 139K. Vous voyez, c'est une promesse aspirationnelle, c'est fabriqué à la main, donc on voit près de Marseille, il y a 2 promesses en une. C'est l'artisanat. Pen Mirabeau, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors après, il faut creuser, ces marques-là sont malignes, toutes les parties, pour arriver à vendre dans tous les petits menus du haut, mais ils le mettent quoi? Ils mettent en bas des enfants. C'est leurs enfants, je crois. Voilà, et on n'a pas trop... c'est pas mal pour du 100K. Enfin, je vais pas et tout, parce que ce ne serait pas très adroit, mais
je préfère. Il y a deux sortes de façons d'avoir du 100K. Il y a eu 100K parce qu'on a des entreprises de growth hacking, tout ça, qui sont très bonnes, qui peuvent relativement facilement, à condition de les payer. Hein. Pour ça, il faut être une startup qui est financée parce que ça coûte quand même de l'argent. Peuvent vous faire avoir des 50-20 et avec un truc qui est correct, mais sans plus. Après, il y a des marques de 100K qui sont intéressantes à étudier parce qu'elles font aussi du growth hacking, mais elles ont autre chose. Elles comprennent mieux les besoins du client. Et bref, il faut s'intéresser aux marques stars, aux marques avancées et voir quelles sont les plus novatrices et ne pas parler que de soi, mais parler du client. En fait, encore une fois, de ses rêves de bonheur. Ouais, moi, je vous invite quand même à regarder le. Je sais pas si Mélanie, tu peux le mettre dans le chat, le Instagram de Comme Avant. Moi, je suivais sur Facebook où ils étaient capables justement intéressant de toute manière. Et sur Facebook, ils étaient capables de montrer aussi leur succès et leurs échecs ou leurs galères. Et ces posts-là avaient une très forte interaction avec des gens qui appréciaient beaucoup. Le but, c'est pas de copier. Le but, c'est de se dire, OK, quand on est... il y a vraiment un chemin pour des marques qui vont être capables d'être éco-engagées et de montrer ce process d'éco-engagement sur leur réseau avec sincérité. Je pense que ça... Oui, c'est la marque 1, tu as raison, c'est important, mais j'insiste plus en 2022 sur l'aspirationnel parce que être humble, si on ne parle que du produit, ça ne va pas bien marcher. Non, il faut parler de ça. Humble, on va dire transparent. Humble dans le sens, justement, quand on parle que du produit, souvent on a souvent tendance à dire que mon produit est le meilleur. Alors quand on dit, on essaye juste de faire des bons produits, et en fait, regardez, celui-là, il est incroyable, les clients en sont hyper contents. On change un petit peu le lien avec l'audience. Oui, mais je dirais plutôt, on n'est pas là pour faire des bons produits, on est déjà là pour changer votre vie, pour vous aider à... Parce que ce n'est pas facile de changer de vie. C'est 2022, ça. Et après, on est humble, on fait ça de manière authentique, c'est pas que du blabla et c'est pas facile. Nous-mêmes, on en bave et on n'est pas parfait. Oui, c'est parfait là. Ouais. Sinon, on va toujours parler du produit, mais d'une manière plus humble et peut-être plus sympa, mais ça va toujours être le produit, quoi. Et le client, il change. Il achète un produit parce qu'il a une promesse à un usage qui avant était très physiologique, c'est qu'il sentait bon, il brossait bien les dents. Mais la caractéristique maintenant, c'est que ce produit-là, il va aller sur un imaginaire de vie et une promesse. Alors, là, je réinvente la pub, parce que la pub, elle a compris ça depuis qu'elle est là. Il fallait vendre autre chose qu'un produit, il fallait vendre un imaginaire. Sauf qu'avant, l'imaginaire était faux. Par exemple, une cosmétique qui faisait un produit très bien chimique, elle vous promenait une jolie femme dans les champs qui cueillait des fleurs. Donc, elle ne mentait pas. Hein. Elle suggérait que la plante allait se retrouver dans le produit, ce qui était complètement faux. Mais bon, il y avait cet imaginaire d'aspiration, de communiquer avec la nature, mais ça reposait sur pas donc grand-chose. Donc, il faut revenir quand même à un besoin d'imaginaire. Parce que de tout temps, on n'a pas acheté qu'un produit. Ça, c'est la fonction d'usage. On a acheté un produit aussi pour la fonction symbolique. C'est ce que Terrasson a très bien résumé dans un livre sur le pouvoir des objets, ce genre de titre qui est très, très, très bien. Pas Terrasson, un autre auteur dont j'ai oublié le nom. On mettra peut-être le nom. Ouais, je le retrouverai. Et donc, il faut comprendre qu'un produit bio, il est là pour changer la vie. Ça a toujours été le cas quand on achète un produit depuis les temps des Gaulois. Hein. Il n'avait pas qu'une fonction purement d'usage. Sauf que la responsabilité maintenant d'une entreprise, d'une marque bio, d'une enseigne bio, est de faire en sorte que cet imaginaire ne soit pas en fait du pipeau. Il faut qu'il y ait des conséquences et une vraie. Si on met quelqu'un qui se balade dans les champs, qui cueille des fleurs, il faut que les fleurs soient les fleurs qu'on va voir dans le pot, par exemple. Et si on montre comme certaines marques, donc je ne citerai pas, de fromage industriel, où on voit un petit vendeur sur un marché qui vend le fromage industriel, sous-entendu qu'il est fait, en plus c'est un beau gosse, qu'il est fait par un petit producteur, alors que quand on tape le nom de la marque de fromage et qu'on tape lieu de production, on voit une énorme usine. Là, on se dit que l'imaginaire, il est là, mais en fait, il est faux.
Donc, ça rejoint ce que tu posais comme question, comment une marque engagée doit se vendre. Elle doit se vendre en clamant ses engagements, mais pas d'une manière à la liste, à la Prévert, même de manière humble. Il faut d'abord qu'elle se dise, moi je suis là pour changer ta vie, pour comprendre que tu veux avoir une vie différente, je vais tout faire pour t'aider. C'est l'époque du serviciel. Hein. Ça rentre dans un autre constat. Si on veut se battre contre Internet, il va falloir vendre aussi une des astuces et d'aller là où ne pensent pas aller les autres, comme des places de marché peu connues ou autres. Mais ça va être aussi de pas que vendre un produit, parce que la base aspirationnelle, on va vendre tous les services qui va autour. Ça, ce n'est pas de moi, c'est de Moati, l'ère du serviciel. Il défend ça depuis une vingtaine, trentaine d'années. Il a complètement raison. C'est-à-dire que demain, on va vendre un complément alimentaire, mais on va vendre du téléconseil sur abonnement. Ouais. On va vendre des vidéos. Quelqu'un qui va s'abonner, il bénéficiera d'une espèce de démocratisation de l'Amazon Prime. Il y a des services en plus à la vente d'un produit. C'est Amazon, encore une fois, non pas lui qui l'a inventé, mais qui en a fait un modèle économique. Donc, il faut comprendre qu'un produit, il faut le vendre en aspirationnel, en premier, avec tout ce qu'on a dit en arrière, et aussi, il va falloir de plus en plus proposer des services soit gratuits, soit payants. Ouais. Des cours de cuisine en ligne, quand vous êtes une marque bio et que vous faites des produits, vous faites, je sais pas, vous êtes une super conserverie quelque part dans le sud-ouest, vous faites des très bons bocaux que les gens adorent, et proposez à vos meilleurs clients ou ceux qui s'intéressent de participer en visio à un cours pour refaire le produit en fait maison. C'est un des secrets de la cosmétique solide et la cosmétique slow cosmétique comme on dit, c'est que c'est des produits qu'on pourrait faire chez soi. Au final, on le préfère les acheter en général parce que c'est quand même plus simple, mais le fait de savoir qu'on pourrait le faire, ça permet de faire du lien, de comprendre d'où vient le produit. Mais en effet, le côté serviciel, je trouve ça hyper intéressant pour justement se montrer en tant que marque qui vous emmène dans une démarche qui change votre vie et qui n'est pas là seulement pour vous vendre un produit qui est bon et pas cher, quoi. À condition que les cours de cuisine, il faut quand même avoir une approche, on va dire, marketing, de ne pas faire que de la bonne cuisine saine. Il faut se dire qu'on n'a pas des clients des véganes ou des femmes qui n'ont pas le temps. Donc, on va faire du batch cooking, des produits de vegan. Il y a des problèmes de diabète de plus en plus de la cuisine avec peu de ceci, cela. Donc, il faut axer sur la santé et même la cuisine qui rend heureuse aussi. Voilà. Mais tu as raison. Ouais. Bon, on a brossé un bon portrait, je pense. Je pense que vous avez un peu plus de vues sur le monde du e-commerce, sur le fait qu'il est temps d'y aller. Merci Sauveur pour toutes tes inputs. Je peux encore un petit dernier mot de la fin. Un des sujets phares. Ouais. Les plateformes, est-ce qu'il faut aller ou non sur Amazon? Moi, j'aurais tendance à dire maintenant, Amazon, c'était un super plan il y a 3-4 ans, ça allait toujours, c'est un peu comme la GMS, ça dépend de vous, de la marque. Mais il faut dresser une cartographie. Il y a d'autres places de marché qui sont connues, je pense à Cdiscount, des places de marché spécifiques bio, Cvelia, Cvelia, les bio naturels, des choses. Voilà. Nature et découverte. Exactement, dans la santé, il y a Doctopharma. Moi, je crois à Leroy Merlin pour certains. Voilà, Mano. Ce qu'ils font. Certains produits, il faut regarder un peu ce qui se passe par là-bas. C'est assez dynamique. Et il y a aussi des places de marché qui arrivent, qui veulent concurrencer Amazon comme Carrefour et Casino. Elles sont intéressantes parce qu'elles vont concurrencer Amazon. Dans un premier temps, elles seront moins strictes parce que ça devient compliqué de vendre sur Amazon. Il y a des tas de contraintes et ils prélèvent leur dîme aussi. Et il y a aussi maintenant une tendance très intéressante qui est l'avenir des places de marché. En fait, c'est la reproduction du monde physique. Très simplement, très vite, il y a eu 5 grosses enseignes en alimentaire qui ont pris le lead à partir de 63 en une dizaine d'années. Elles ont pris 90% et elles ont laissé presque des miettes aux autres, au commerce de bouche, etc. Et après, elles ont été elles-mêmes concurrencées par des distributeurs spécialisés en non alimentaire qui leur ont taillé des croupières.
comme les Decathlon, par exemple, ou Bricorama, Castorama. Et ensuite, elles se sont fait concurrencer par des petites franchises de magasins très atypiques, des chaînes de magasins en prêt-à-porter et ailleurs qui étaient encore plus spécialisées sur un domaine, à une échelle plus humaine. On est en train de retrouver ce même mécanisme sur Internet. Maintenant, il y a Amazon, il y a la GMS qui arrive tout de suite après, surtout en France. Alors après, il y a des grosses places de marché, on en a vu, c'est Cdiscount et les autres qui arrivent, c'est Mano Mano, qui sont intéressantes, elles veulent faire des concurrences. Mais ce qu'il faut regarder, c'est les places de marché, c'est l'avenir des places de marché ultra verticalisées, qu'on appelle ça. C'est-à-dire, elles ne se focalisent pas que sur le prêt-à-porter, c'est déjà spécialisé. Elles vont se spécialiser sur les sneakers comme Gothics. Et ça, elles sont intéressantes à utiliser ces places de marché parce qu'elles ont une manière très innovante, très radicale, très différente, très servicielle et très relationnelle. C'est presque des magazines en ligne de vendre. Et elles ont des offres souvent plus intéressantes et elles ont d'emblée une fenêtre sur l'international. Ouais. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur Amazon, mais ce que je dis, il faut regarder. Vous voyez plus large. Des pâtes, des cosmétiques, des compléments alimentaires. Regardez les très gros, c'est peut-être intéressant d'aller toujours en 2022 sur Amazon. Les gros qui sont autour, qui veulent concurrencer Amazon. Et la myriade de ultra verticalisés qui arrivent. Et ça, c'est la bonne base de départ. Mais de se dire, je déteste Amazon parce que c'est pas éthique. Et puis, un an plus tard, j'y vais là, que basse discrètement. Non, c'est pas la bonne approche. Voilà. Top. Et ben merci pour l'ouverture d'esprit qu'on a pu gagner en t'écoutant. Bon, je crois que ton site, il se retrouve assez facilement. C'est Econovateur. On tape Econovateur dans Google. Je pense qu'on tombe assez facilement sur ton site et sur tes coordonnées. Oui, mais je n'ai pas le temps de l'entretenir. Vous me trouverez plus facilement dans des infos plus variées sur LinkedIn. Voilà. Et je vais faire un peu de la pub pour Simon. Allez. Parce que vous êtes une marque atypique qui va être de plus. Parce qu'une des conditions d'être sur une plateforme, c'est d'être une marque atypique. Mais encore faut-il savoir communiquer. Ça ne suffit pas d'être une marque atypique à des produits, il faut savoir le faire. Et je pense qu'en France, une des personnes qui a le plus de compétences, qui est vraiment un expert des marques atypiques, qui ont un grand avenir, l'avenir est aux marques atypiques, aux petites marques atypiques. C'est déjà le cas aux États-Unis. Les magasins bio ils sont un peu sourds d'oreille pour l'instant, pendant quelques mois encore, mais ils ne vont pas tarder à le comprendre, parce que tout le monde le comprend, sauf eux. Donc, mais il faut être un expert et Simon, en autre qualité, est vraiment le maître des petites marques et de leur introduction sur Internet. Voilà. Et ben merci beaucoup, Sauveur, et je suis pas tout seul, bien sûr. Donc, top. Et ben ouais, donc content d'avoir passé ce moment avec vous. C'était les Aventuriers de la Bio. Retrouvez-nous sur YouTube, abonnez-vous, et puis sur les plateformes d'écoute Spotify et Deezer depuis la semaine dernière. Voilà. Merci Sauveur. À bientôt. Simon.